Ma mère a levé sa coupe de champagne en cristal, les larmes aux yeux, et a déclaré devant tout le restaurant: « Voici la fille dont je suis fière. Celle qui ose rêver. » Tout le monde a applaudi. Ma sœur rayonnait comme une reine. Puis, le serveur est arrivé. Il n'est pas allé voir mon père. Il n'est pas allé voir ma mère. Il a posé un lourd dossier en cuir directement devant moi. Je l'ai ouvert. 3 850 €. Ce n'était pas juste une facture. C'était une insulte. C'était la preuve que pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un carnet de chèques sur pattes. Mais ce soir-là, pour la première fois de ma vie, j'ai refermé le dossier. Et le bruit qu'il a fait en glissant sur la table a résonné comme un coup de feu. Avant que je vous raconte comment j'ai fait exploser la fausse réalité de ma famille ce soir-là, j'ai une petite question pour vous. Je veux savoir qui est avec nous ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment même. J'adore lire vos commentaires, cela me donne l'impression que nous sommes tous assis ensemble autour de cette table. L'air dans la salle privée du restaurant L'Orchidée Noire à Lyon sentait l'argent, l'huile de truffe et l'hypocrisie. C'était une odeur lourde, entêtante, qui vous prenait à la gorge dès l'entrée. C'était supposé être une soirée de célébration. Ma sœur, Flavie, fêtait le lancement de sa marque. En réalité, c'était juste un compte Instagram avec quelques milliers d'abonnés achetés et une interview payante dans un magazine local gratuit que personne ne lit. Mais pour ma mère, c'était comme si Flavie venait de remporter un prix Nobel. Flavie était assise en bout de table, trônant comme une petite princesse sur son siège en velours rouge. Elle portait une robe de créateur couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Son visage était parfaitement maquillé, éclairé par les lumières tamisées du lustre en cristal au-dessus de nous. Elle riait fort, rejetant la tête en arrière chaque fois qu'un des invités disait quelque chose de vaguement amusant. Elle jouait son rôle à la perfection, la jeune entrepreneuse à succès, adorée et admirée. Moi, Lydie, j'étais assise un peu plus loin, coincée entre un cousin éloigné qui ne parlait que de crypto-monnaie et ma tante Jocelyne. Jocelyne, la sœur aînée de ma mère, était une femme aigrie qui compensait son manque de bonheur par une méchanceté calculée. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur mon blazer bleu marine. C'était mon vêtement de travail. Je sortais tout juste de l'entrepôt logistique où je suis responsable d'exploitation. Dis donc, Lydie, a sifflé tante Jocelyne en se penchant vers moi, son haleine sentant le vin rouge bon marché qu'elle avait déjà trop bu avant d'arriver. Tu n'as pas eu le temps de te changer ? On dirait que tu vas à une réunion syndicale, pas au gala de ta sœur. Regarde Flavie, elle fait honneur à la famille, elle. J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures ont blanchi. Je travaille, tante Jocelyne. Contrairement à certains, je ne passe pas mes après-midi chez le coiffeur. Quelqu'un doit bien payer les factures dans le monde réel. Jocelyne a reniflé avec dédain. Toujours aussi terre à accent grave terre, ma pauvre Lydie. C'est pour ça que tu es célibataire, ou presque. Où est-il d'ailleurs, ton technicien ? Cédric arrive, ai-je répondu sèchement. Il finissait un enregistrement. J'ai regardé autour de la table. Il y avait là une vingtaine de personnes. Des investisseurs, potentiels qui n'étaient que des amis de mes parents, quelques blogueurs locaux invités pour faire le nombre et la famille proche. Le menu était extravagant. Bœuf de Kobe, homard bleu, 20 millésimés que mon père, Hervé, commandait sans même regarder le prix. Je connaissais la situation financière de mes parents. Ils vivaient à découvert depuis 10 ans. Je savais que ce dîner était une folie. Mais je me disais qu'ils avaient peut-être économisé, ou que Flavie avait enfin gagné de l'argent avec ses placements de produits douteux. Quelle naïveté! J'étais assise là, fatiguée après une semaine de 50 heures, à calculer mentalement le prix de chaque bouteille ouverte. Une bouteille équivalait à mes courses alimentaires pour 2 semaines. 2 bouteilles, c'était mon électricité pour l'hiver. Et eux, ils buvaient ça comme de l'eau du robinet. Je me sentais comme une étrangère, une intruse dans ma propre famille. Un sentiment que je connaissais trop bien, depuis plus de 30 ans. Mais je ne savais pas encore que ce soir, le sentiment d'exclusion allait se transformer en quelque chose de beaucoup plus violent. Le tintement d'une fourchette contre le cristal a coupé court aux conversations. Le son était net, impérieux. C'était ma mère, Bernadette. Elle s'est levée lentement, lissant sa robe en soie qu'elle m'avait empruntée, de l'argent pour acheter l'année dernière un prêt jamais remboursé, bien sûr.
La salle s'est tue instantanément. Ma mère avait ce don de capter l'attention, une sorte de charisme narcissique qui obligeait tout le monde à la regarder. Elle a souri à l'assemblée, un sourire tremblant, répété devant le miroir pour paraître humble et émue. À Flavie, a-t-elle commencé, sa voix s'épaississant d'une fierté théâtrale. Elle s'est tournée vers ma sœur cadette avec une adoration qui frisait le religieux. À la personne la plus courageuse de cette famille. Celle qui n'a pas peur de rêver grand. Celle qui refuse la médiocrité du quotidien pour viser les étoiles. J'ai senti un coup de poignard dans l'estomac. La médiocrité du quotidien, c'était moi. C'était mon travail stable, mes horaires fixes, ma vie rangée qui servait de filet de sécurité à leurs acrobaties financières. Ma mère a continué, une larme solitaire et parfaite roulant sur sa joue poudrée. Tu sais, Flavie, quand tu es née, j'ai su que tu étais spéciale. Tu es la lumière de nos vies. Tu es la fille dont je suis fière. Tu portes tous nos espoirs. Tout le monde a applaudi. Des « bravo » et des « c'est magnifique » ont fusé de la part des invités qui ne connaissaient pas la vérité. J'ai applaudi aussi. Mes mains bougeaient mécaniquement, comme deux morceaux de bois morts s'entrechoquant. Clap. 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 C'était le son de mon cœur qui se brisait un peu plus. Je me suis souvenu de mon anniversaire le mois dernier. J'avais eu 34 ans. J'avais reçu un SMS de ma mère à 22h30. Bon anniv. N'oublie pas de virer l'argent pour le forfait téléphone de papa. Pas de dîner. Pas de toast. Pas de larmes de fierté. Juste un rappel de ma fonction utilitaire. Cédric est arrivé à ce moment-là. Il s'est glissé sur la chaise vide à côté de moi, essoufflé, sentant la pluie fraîche de Lyon. Il a pris ma main sous la table et l'a serrée fort. Il a vu mon visage. Il a vu la rigidité de ma mâchoire. Il savait. Il était le seul témoin silencieux de cette mascarade depuis des années. « Ça va ?» a-t-il chuchoté. Comme d'habitude, ai-je murmuré, les yeux fixés sur mon verre d'eau pour ne pas pleurer de rage. Flavie est le Messie, et nous sommes les paysans venus payer la dîme. Flavie, elle, buvait ses louanges comme du nectar. Elle a levé son verre, a fait une petite moue photogénique et a dit « Merci maman, merci papa. Je fais tout ça pour nous. Pour l'héritage de notre nom. » L'héritage. Quel héritage? Des dettes? Des mensonges? Une maison hypothéquée 3 fois? Je voulais hurler. Je voulais renverser la table. Mais je suis restée assise, paralysée par 3 décennies de conditionnement. On m'avait appris à être la gentille, la silencieuse, celle qui encaisse. Ma mère s'est assise, rayonnante. Elle a croisé mon regard une seconde. Juste une seconde. Son expression a changé. Ce n'était plus de l'amour, c'était de l'exigence. Un regard froid, calculateur. Elle a fait un micro-signe de tête vers le serveur qui attendait dans l'ombre, un dossier en cuir noir à la main. C'est là que j'ai compris que le piège était en place. Je ne savais pas encore la nature exacte du piège, mais je sentais ses mâchoires se resserrer autour de moi. L'atmosphère dans la pièce a changé subtilement. La chaleur semblait avoir disparu, remplacée par un froid glacial qui me montait le long de l'échine. Le spectacle était terminé. Il était temps de passer à la caisse. Et devinez qui était la banque? Le serveur s'est approché de la table avec la démarche silencieuse d'un bourreau. Il portait un uniforme impeccable, mais ses yeux trahissaient une certaine gêne. Il tenait le dossier en cuir noir, l'addition de cette orgie culinaire. Logiquement, il aurait dû se diriger vers mon père, le patriarche, qui aimait en jouer les grands seigneurs. Ou vers ma mère, l'organisatrice. Ou même vers Flavie, puisque c'était son lancement de marque, sa soirée professionnelle. Mais non. Le serveur avait des instructions précises. Il a contourné la chaise de mon père. Il a ignoré ma mère. Il a marché droit vers moi. Le silence s'est fait autour de nous, un silence différent de celui du toast. C'était un silence lourd, expectant. Les invités observaient, curieux. Le serveur a posé le dossier lourdement à côté de mon verre d'eau. Il n'a rien dit, il a juste reculé d'un pas, main dans le dos. J'ai regardé le cuir noir. J'ai regardé ma mère. Elle ne me regardait pas.
Elle s'occupait soudainement très attentivement de réajuster sa serviette sur ses genoux. Mon père, lui, fixait le plafond comme s'il avait découvert une fresque de Michel-Ange. Flavie? Elle scrollait sur son téléphone, un petit sourire en coin, comme si tout cela était parfaitement normal. J'ai ouvert le dossier. Le chiffre était imprimé en bas, en gras, arrogant et indiscutable. 3 850 €. J'ai relu. 3 850 €. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était 3 mois de mon loyer. C'était toutes mes économies pour nos futures vacances avec Cédric. C'était une somme astronomique pour un simple dîner. Ce n'était pas juste une facture. C'était une supposition. Une supposition arrogante que je paierais. Comme toujours. Comme pour le loyer de Flavie. Comme pour la voiture de papa. Ma mère s'est penchée vers moi. L'odeur de son vin rouge coûteux, un Pomerol à 120 € la bouteille, m'a frappé au visage. Les salaires dans la logistique sont stables, ma chérie, a-t-elle chuchoté, assez fort pour que Cédric et tante Jocelyne entendent, mais assez bas pour ne pas alerter les investisseurs. Sa main s'est posée sur mon bras, une griffe manucurée déguisée en caresse maternelle. Soutiens ta sœur. C'est le moins que tu puisses faire. Elle a besoin de conserver ses liquidités pour le marketing. Toi, tu n'as pas de grosses dépenses, tu vis simplement. Considère ça comme un investissement dans la famille. Un investissement. Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche fêlée. Un investissement, ai-je répété, ma voix tremblante de colère contenue. Maman, tu ne m'as jamais demandé. Tu m'as juste imposé ça. Flavie a levé les yeux de son écran, agacée. Oh, allez Lydie, ne fais pas une scène. C'est déductible d'impôt ou un truc comme ça, non? Tu es tellement radine. Tu veux vraiment gâcher ma soirée pour quelques euros? Quelques euros. 3 850 €. J'ai regardé Cédric. Il était pâle, prêt à exploser. Il a commencé à se lever, mais j'ai posé ma main sur sa cuisse pour l'arrêter. Non. C'était mon combat. Je dois m'arrêter ici une seconde. Mettez-vous à ma place. Vous travaillez dur chaque jour. Vous voyez votre famille dépenser sans compter, et au moment de payer, ils vous tendent la note sans même un s'il te plaît, en vous traitant de radin si vous hésitez. Que auriez-vous fait? Auriez-vous payé pour éviter le scandale en public? Ou auriez-vous fait ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi honnêtement dans les commentaires, je paie ou je pars. Je veux savoir combien d'entre vous ont déjà vécu cette pression familiale toxique. Je regardais ce chiffre. 3 850 €. Je voyais mon compte en banque. Je voyais les heures supplémentaires que j'avais faites, les dimanches passés dans l'entrepôt glacial à superviser les chargements. Et je voyais Flavie, avec sa robe neuve et son mépris. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur cette fois. C'était mes chaînes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une étrange clarté froide m'a envahi, comme si mon cerveau venait de passer en mode survie haute définition. Je sentais le grain du cuir du dossier sous mes doigts. Je sentais le regard pesant de ma mère qui attendait que je sorte ma carte bancaire, comme le bon petit soldat que j'avais toujours été. Mais le soldat venait de déserter. J'ai refermé le dossier doucement. J'ai posé le bout de mes doigts dessus. Et d'un geste fluide, précis, contrôlé, je l'ai fait glisser sur la nappe blanche damassée. Le dossier a traversé la table. Il a glissé devant mon assiette vide. Il a continué sa course jusqu'à heurter le pied du verre à vin de ma mère. Keng. Le bruit du cristal contre le cuir lourd a été sec, violent, définitif. Il a coupé net le murmure des conversations. C'était le son d'une guillotine qui tombe. Ma mère a sursauté, renversant quelques gouttes de vin rouge sur la nappe immaculée. Elle a fixé le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Lydie, a-t-elle sifflé, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levée. Mes jambes semblaient étrangement légères, comme si elles ne touchaient plus tout à fait le sol. J'ai dominé la table de toute ma hauteur. J'ai regardé Flavie droit dans les yeux, puis ma mère. Je pense que la marque devrait payer pour son propre lancement, ai-je dit. Ma voix était calme,
posée, mais elle portait suffisamment pour atteindre le fond de la salle. Les invités se sont figés, fourchette en l'air. Les serveurs se sont arrêtés. Pardon, a bafouillé Flavie, son masque de princesse se fissurant pour laisser place à une grimace de panique. Tu as bien entendu, ai-je continué, en attrapant mon sac à main. Je ne suis pas actionnaire de ton entreprise, Flavie. Et je ne suis pas le sponsor de cette famille. J'ai fait signe à Cédric. Il s'est levé d'un bond, n'attendant que ça, une expression de fierté féroce sur le visage. Lydie, rassieds-toi tout de suite, a chuchoté furieusement mon père, sortant enfin de sa léthargie. Son visage était rouge brique. Tu nous humilies. Non, papa, ai-je répondu en enfilant mon manteau. Vous vous humiliez tout seul en commandant du champagne que vous ne pouvez pas payer. Bonne soirée à tous. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'une chaise qu'on racle violemment. La voix de ma mère, hystérique mais contenue en un murmure venimeux, m'a poursuivi. Si tu passes cette porte, Lydie, ne reviens pas. Tu entends? Tu es une égoïste. J'ai continué à marcher. J'ai passé le vestiaire. J'ai poussé les lourdes portes en chêne du restaurant. L'air frais de la nuit lyonnaise m'a frappé au visage. Il pleuvait légèrement, une bruine fine et froide. J'ai pris une énorme inspiration. Pour la première fois de la soirée, pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Mes poumons se sont remplis d'un air qui n'avait pas le goût de la culpabilité. Mais je ne savais pas encore que le plus dur n'était pas de partir. Le plus dur, ce serait de survivre à ce qui allait suivre. Cédric a ouvert la portière de sa vieille Peugeot pour moi. Nous sommes montés en silence. Il a démarré le moteur, et les essuie-glaces ont commencé leur ballet rythmé. Flic, flac. Flic, flac. Nous avons roulé hors du parking, laissant derrière nous la lumière dorée et chaleureuse du restaurant. Devant nous, la ville de Lyon brillait sous la pluie, les quais du Rhône reflétant les lumières des lampadaires comme des rivières de diamants flous. Le silence dans la voiture n'était pas gênant. C'était le silence suffocant du vide qui suit une explosion. Je fixais la route, attendant que la culpabilité me frappe. J'attendais cette vague familière de panique, cette envie impérieuse de faire demi-tour, de m'excuser, de sortir ma carte bleue pour arranger les choses comme je l'avais toujours fait. Mais elle ne venait pas. À la place, il y avait une sorte de vibration sourde dans mes os. De l'adrénaline pure. Puis, mon téléphone a commencé. Il était posé sur la console centrale, écran vers le bas. Il s'est mis à vibrer contre le plastique dur. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Ce n'était pas une vibration normale. C'était frénétique. Colérique. Une attaque en morse. L'écran s'illuminait par flashs spasmodiques, éclairant l'habitacle sombre d'une lueur bleue fantomatique. Je l'ai retourné. Les notifications s'empilaient comme des briques sur un mur. Tante Jocelyne, espèce de petite garce ingrate. Tu as laissé tes parents en plan. Ils ont dû appeler le directeur. Papa, ta mère fait un malaise dans la voiture. J'espère que tu es contente. Flavie, tu as ruiné ma vie. Je te déteste. Tout le monde demande ce qui s'est passé. Tu es morte pour moi. Maman, appel manqué, 3 fois. Maman, message vocal. Cédric a jeté un coup d'œil au téléphone. Ne réponds pas, a-t-il dit, sa voix dure. Ils essaient juste de te faire peur. C'est du bluff. J'ai regardé l'écran. Une notification de transcription automatique du message vocal de ma mère est apparue. Je n'avais pas besoin d'écouter sa voix stridente. Le texte suffisait. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu vas régler ça maintenant. On ne peut pas payer. Tu vas nous faire arrêter par la police? C'est ça que tu veux? Mettre ta propre mère en prison? Tu es un monstre, Lydie. Un monstre froid et calculateur. Un monstre. J'ai ri. Un rire court, sec, sans joie. Il ne s'inquiète pas pour moi, ai-je dit à voix haute. Il ne demande pas pourquoi je suis partie. Il ne demande pas si je vais bien. Ils sont juste en colère parce que le distributeur automatique a avalé leur carte.
Je me sentais comme un scientifique observant des spécimens sous un microscope. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la famille. C'était une transaction commerciale qui avait mal tourné. Ils étaient en mode gestion de crise, parce que leur vache allait s'était échappée de l'étable. Nous sommes arrivés devant notre immeuble. C'était un bâtiment modeste des années 70, loin du luxe du centre-ville. Mais en regardant nos fenêtres sombres là-haut, j'ai ressenti une bouffée de chaleur. C'était chez moi. C'était mon sanctuaire. Et ce soir, j'allais devoir le défendre comme une forteresse assiégée. Monte, a dit Cédric en coupant le contact. Je vais chercher ton ordinateur. On a du travail. Il avait raison. Si c'était une guerre financière qu'ils voulaient, ils allaient en avoir une. Une fois dans l'appartement, je n'ai pas allumé la grande lumière. J'ai gardé la pénombre, comme pour me protéger. Je me suis assis sur le canapé, mon manteau encore sur le dos, tremblant légèrement non pas de froid, mais de choc retardé. Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Pourquoi avais-je accepté d'être traité comme un paillasson pendant 34 ans? Il y a un concept en psychologie qu'on appelle l'erreur du parieur, the gambler's fallacy. C'est la croyance erronée que si un événement se produit plus fréquemment que la normale pendant une période donnée, il se produira moins fréquemment à l'avenir, ou vice-versa. Mais dans les relations toxiques, cela se manifeste autrement. C'est la croyance que si vous mettez assez de gentillesse, assez d'argent, assez d'efforts dans la machine, elle finira forcément par vous payer en retour. J'avais traité ma famille comme une machine à sous-truquer pendant une décennie. Je n'arrêtais pas d'y glisser des pièces, convaincu que le jackpot de l'amour et de la validation était mathématiquement inévitable. Mes souvenirs sont remontés à la surface, vifs et coupants. Flashback. J'avais 12 ans. J'étais rentré de l'école en courant, brandissant mon bulletin de notes. J'avais eu 19/20 en mathématiques, la meilleure note de la classe. Je voulais le montrer à maman. J'ai déboulé dans le salon. Maman était assise par terre, berçant Flavie, 4 ans. Flavie hurlait parce qu'elle s'était égratignée le genou en tombant sur la moquette. Une égratignure invisible à l'œil nu. « Maman, regarde » avais-je crié. « Chut » m'avait-elle sifflé, le visage tordu par l'agacement. « Tu ne vois pas que ta sœur souffre ? Lydie, tu es toujours aussi égoïste à vouloir attirer l'attention. Va chercher des glaçons au lieu de m'embêter avec tes papiers. » J'avais posé mon bulletin sur la table. Elle ne l'a jamais regardé. Ce jour-là, j'ai appris une leçon terrible. Pour être vue, je devais être utile. Je devais être celle qui apporte les glaçons. Flashback. J'avais 25 ans. Je venais d'acheter ma première voiture. Une petite Twingo d'occasion dont j'étais si fière. 3 semaines plus tard, mon père m'a appelé en pleurant. Il avait investi dans une affaire de panneaux solaires qui s'était révélée être une arnaque pyramidale. Il devait 5 000 € à des gens peu recommandables. Ils vont prendre la maison, Lydie. Ta mère ne survivra pas à la honte. Tu es la seule qui peut nous sauver. Tu es notre sauveuse. Notre sauveuse. Ces mots étaient comme une drogue. Pour la première fois, mon père me regardait avec admiration. J'ai vendu la Twingo le lendemain. J'ai payé sa dette. Il m'a serré dans ses bras en pleurant. J'ai dû prendre le bus pour aller travailler pendant 2 ans. Mais pendant une semaine, j'ai eu l'impression d'être aimée. C'était ça, mes gains. Des miettes d'affection à acheter au prix fort. Chaque fois que je payais, je me disais, c'est la dernière pièce. C'est celle qui fera tomber le jackpot. Maintenant, ils vont me respecter. Et parfois, la machine clignotait. Un texto de remerciement. Un câlin à Noël. Un moment où ma mère disait « Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, Lydie ». Ces petits paiements étaient juste suffisants pour me garder accroché au levier, tirant encore et encore. Mais ce soir, en regardant cette facture de 3 850 € au restaurant, j'avais enfin compris. La machine n'était pas cassée. Elle fonctionnait exactement comme elle avait été conçue. Elle était conçue pour prendre, jamais pour donner. Le jeu était truqué depuis ma naissance. Je me suis levée et je suis allée dans la cuisine. J'ai bu un grand verre d'eau. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'attendais plus de gagner. J'avais simplement arrêté de jouer.
Cédric est entré, posant mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. « Prête ?» a-t-il demandé. « Prête » ai-je répondu. « On va faire un audit. » J'ai ouvert un nouveau fichier Excel. Le curseur clignotait sur la page blanche comme un petit cœur numérique battant la mesure de ma vengeance. J'ai titré le document en majuscules « Audit financier et émotionnel, 2019 à 2024 ». Ce n'était plus une réaction émotionnelle. C'était une procédure professionnelle. Je suis responsable logistique, l'organisation est mon métier. Si ma famille voulait parler de ce que je leur devais, très bien. Nous allions parler. Mais nous n'allions pas utiliser la culpabilité comme monnaie d'échange. Nous allions utiliser des mathématiques. J'ai commencé par les choses faciles, les traces bancaires indéniables. Date. Libellé. Montant. Janvier 2021, caution pour l'appartement de Flavie à Paris. Elle n'avait pas de garant, pas de revenu stable. J'ai payé la caution et le premier mois. Montant, 2400 €. Mars 2021, Flavie a besoin d'un équipement pro pour ses vidéos, une caméra et des lumières. Maman m'a dit que c'était pour son avenir. Montant, 1200 €. Juillet 2022, papa se fait flasher à 150 km/h sur l'autoroute avec ma voiture, qu'il m'avait empruntée car la sienne était en panne. L'amende et le stage de récupération de points. Montant, 450 €. Décembre 2022, Noël. Maman voulait offrir un sac Chanel vintage à Flavie mais il lui manquait un peu. J'ai complété. Montant, 800 €. Les chiffres s'alignaient, une colonne d'encre noire racontant l'histoire de ma propre stagnation financière. Chaque ligne était un voyage que je n'avais pas fait, un vêtement que je ne m'étais pas acheté, un plaisir que je m'étais refusé. Mais en tapant, j'ai réalisé que l'argent n'était que la moitié de la dette. J'ai créé une nouvelle colonne et je l'ai intitulée « Le grand livre fantôme ». C'était pour les choses qui n'avaient pas de reçu mais qui m'avaient coûté mon âme. Item 1. La nuit où j'ai manqué mon propre dîner d'anniversaire de 5 ans de couple avec Cédric parce que Flavie faisait une crise de panique avant un casting et que maman m'a obligée à aller la consoler. Coup, une soirée gâchée, la déception dans les yeux de Cédric. Item 2. Les week-ends passés à nettoyer le garage de papa parce qu'il disait avoir mal au dos, pour le trouver ensuite en train de regarder le foot pendant que je portais des cartons. Coup, 48 heures de ma vie. Item 3. Les soins dentaires de Flavie. Maman a dit que c'était essentiel pour son image. J'ai payé son blanchiment et ses facettes. Moi, j'ai une dent de sagesse qui me fait mal depuis 2 ans et que je repousse par souci d'économie. Coup, ma propre santé. Je tapais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Je listais chaque excuse avalée, chaque limite franchie, chaque fois où j'avais été le chauffeur désigné, la psychologue gratuite, le punching ball émotionnel. Je construisais un bilan de deuil. Et le total était effrayant. Je n'étais pas seulement dans le rouge. J'étais en faillite morale à cause d'eux. Cédric était assis à côté de moi, fouillant dans mes vieux relevés de cartes de crédit archivés sur le cloud. Il était mon assistant silencieux, me passant des documents virtuels comme un infirmier passe des scalpels à un chirurgien. Soudain, il s'est figé. « Lydie », a-t-il dit, sa voix étrangement tendue. « Regarde ça. » Il a tourné son écran vers moi. Il avait zoomé sur la photo que j'avais prise de la facture du restaurant, juste avant de la rendre. J'avais eu le réflexe de la photographier pour mes comptes, une vieille habitude de gestionnaire. « Regarde en bas », a-t-il pointé. Sous les bouteilles de vin et le homard. Il y a une ligne en tout petit. J'ai plissé les yeux. Au milieu des taxes et du service, il y avait une ligne intitulée « Dépôt à événement futur, 1500 €. J'ai froncé les sourcils. C'est quoi ça? Un dépôt pourquoi? Regarde la référence, a dit Cédric. Référence, VOYTH juin. Mon cœur a raté un battement. VOYTH. Voyage Tahiti? J'ai attrapé mon téléphone. Il était presque minuit, mais je savais que le restaurant avait un service de conciergerie 24/24 pour ses clients VIP, ce que mes parents prétendaient être. J'ai appelé le numéro sur la facture. L'orchidée noire, conciergerie, bonsoir, a répondu une voix onctueuse.
J'ai pris ma meilleure voix d'assistante de direction, celle que j'utilisais pour intimider les fournisseurs en retard. Bonsoir, ici l'assistante de Madame Bernadette. Je vérifie les détails de la facture de ce soir pour sa comptabilité. Il y a un dépôt de 1500 €. Pouvez-vous me confirmer à quoi cela correspond exactement? Elle a égaré le détail. Bien sûr, un instant madame. Ah oui, dossier Dubreuil. Les 1500 € sont la compte pour le partenariat avec notre agence de voyage de luxe. C'est pour bloquer les billets du forfait Perle du Pacifique à Tahiti. 3 personnes, départ le 15 juin. Le monde a cessé de tourner. 3 personnes, ai-je demandé, ma voix étranglée. Pouvez-vous me confirmer les noms des passagers? Oui, alors. Monsieur Hervé Dubreuil, Madame Bernadette Dubreuil et Mademoiselle Flavie Dubreuil. C'est bien ça? J'ai raccroché. Le téléphone a glissé de ma main et est tombé sur la table avec un bruit mat Tahiti. Le 15 juin. C'était la date de leur 35e anniversaire de mariage. Le mois dernier, quand j'avais demandé à maman ce qu'ils voulaient faire pour leur anniversaire, elle m'avait dit avec un air de martyr, « Oh, avec nos finances, on ne fera rien. On restera à la maison. Peut-être un petit gâteau si on a les moyens. Ne t'inquiète pas pour nous, ma chérie. » J'avais culpabilisé. J'avais même pensé à leur offrir un week-end en Bretagne. Et pendant ce temps, ils préparaient un voyage à Tahiti. Un voyage de luxe. Pour 3. Papa. Maman. Et Flavie. Moi? Je n'étais même pas invitée. Mais devinez qui allait payer? Ils avaient utilisé l'addition de ce soir pour glisser discrètement la compte du voyage, pensant que je paierais le total sans regarder le détail, comme d'habitude. Ils allaient me faire financer mes propres vacances d'exclusion. C'était le coup de grâce. Ce n'était plus de la négligence. C'était du vol. C'était de la malveillance pure. J'ai regardé Cédric. Il avait les larmes aux yeux, de rage pour moi. Ils ne m'ont pas oublié, ai-je chuchoté. Ils m'ont effacé. J'ai repris mon ordinateur. Ma tristesse s'est évaporée instantanément, brûlée par le feu blanc d'une fureur absolue. Imprime tout, ai-je dit à Cédric. Imprime chaque page. Chaque relevé. Et imprime cette facture en format poster. Demain, ils vont venir. Je le sais. Nous n'avons pas dormi. L'imprimante a bourdonné toute la nuit, crachant feuille après feuille de preuves accablantes. Cédric a préparé du café fort. Nous avons transformé la table du salon en tribunal. J'ai totalisé la colonne finale de mon fichier Excel. Le chiffre brillait sur l'écran, 54 200 €. 54 200 €. C'était l'apport pour une maison. C'était 10 ans de vacances de rêve. C'était ma liberté, volée euro après euro, mensonge après mensonge. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. J'avais des cernes, les cheveux en bataille, mais je ne me reconnaissais pas. La Lydie aux yeux de chien battu, celle qui quémandait de l'amour, était morte ce soir au restaurant. Celle qui la regardait maintenant était une créancière. Froide. Dure. Impitoyable. Vers 9 h du matin, dimanche, mon téléphone a vibré. Un texto de mon père, nous sommes en bas. Ouvre. On doit régler ça. J'ai regardé Cédric. Il était debout près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, prêt à la bagarre. Tu veux que je reste? A-t-il demandé. Reste dans la chambre pour l'instant, ai-je dit. J'ai besoin de commencer ça toute seule. Mais laisse la porte entr'ouverte. Je voulais qu'il voie que ma force ne venait pas de lui. Elle venait de moi. J'ai appuyé sur l'interphone. Le bourdonnement de la porte d'entrée a sonné comme le gong annonçant le premier round. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, le couloir semblait avoir rétréci. Ils étaient tous là. Une invasion. Mon père est entré le premier, remplissant l'espace de sa présence lourde et déçue. Ma mère suivait, serrant son sac à main de marque, que j'avais payé, comme une arme. Flavie fermait la marche, portant d'immenses lunettes de soleil à l'intérieur, probablement pour cacher des yeux gonflés par des pleurs stratégiques. Et surprise, tante Jocelyne était là aussi. Bien sûr.
La cavalerie de la méchanceté. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils ont marché dans mon salon et ont envahi l'espace comme s'ils en possédaient le titre de propriété. Assieds-toi, a dit mon père. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Je suis resté debout. C'est chez moi, papa. C'est moi qui dis qui s'assoit. Asseyez-vous. Ils ont été surpris par le ton. Ils se sont assis sur mon canapé IKEA, l'air dégoûté par la modestie des lieux. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, le dossier Audi posé sur la table basse entre nous. Nous sommes prêts à passer l'éponge, a commencé ma mère, sa voix tendue et contrôlée. Elle jouait la carte de la magnanimité. Tu as perdu la tête hier soir, Lydie. C'était une honte. Tu as embarrassé ta sœur devant des investisseurs cruciaux. J'ai failli tout perdre, a jappé Flavie, sa voix se brisant parfaitement. Il se demandait si nous étions financièrement instables. Sais-tu à quel point c'est dur d'avoir des financements quand ta propre sœur te fait passer pour un cas social? Tante Jocelyne a renchéri, hochant la tête comme un chien de tableau de bord. Une vraie petite garce jalouse. Tu as toujours été jalouse de la beauté de Flavie, Lydie. On le sait tous. C'est pathétique à ton âge. Mon père a levé la main pour les faire taire. Il m'a regardé avec ce mélange familier de sévérité et de pitié. On sait que tu es stressée, Lydie. Peut-être que tu te sens laissée pour compte. On te pardonne pour ça. Mais tu dois réparer tes erreurs. Tu vas appeler le restaurant, payer la facture, et tu vas écrire une lettre d'excuse aux invités de Flavie. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Pendant des années, ce tribunal m'aurait terrifié. J'aurais pleuré, supplié qu'ils me comprennent, désespéré de prouver que je n'étais pas la méchante. Mais aujourd'hui, la peur avait disparu. À sa place, il y avait le détachement clinique d'un liquidateur judiciaire. Avez-vous fini? Ai-je demandé doucement. On aura fini quand tu auras payé, a aboyé Jocelyne. Je n'ai pas répondu. J'ai posé ma main sur le dossier et paix posé sur la table. Je ne suis pas là pour m'excuser, ai-je dit. Je suis là pour faire les comptes. L'air dans la pièce a changé. Une chute de pression barométrique. Ils ont senti que le script qu'ils avaient écrit pour moi n'était pas celui que je lisais. J'ai ouvert le dossier. Le bruit du papier glissant sur la table basse était le seul bruit dans la pièce. J'ai pris la première feuille, l'agrandissement de la facture d'hier soir. Item 1, ai-je lu à haute voix, ma voix dénuée d'émotion. Bœuf de Cobb, 120 €. Item 2, Magnum de champagne, 450 €. Lydie, arrête ça, a sifflé ma mère. Tu es ridicule. J'ai ignoré son interruption. J'ai glissé mon doigt jusqu'à la ligne encerclée en rouge vif. Item 4, dépôt pour voyage Tahiti. Goa famille 3 personnes. 1500 €. J'ai levé les yeux vers eux. J'ai laissé les mots flotter dans l'air comme une fumée toxique. J'ai appelé le restaurant, maman. Ils ont confirmé. Le voyage pour vos 35 ans de mariage. Celui que vous aviez soi-disant annulé faute de moyens. La couleur a quitté le visage de ma mère instantanément. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Mon père a soudainement trouvé le motif de mon tapis fascinant. Flavie, elle, a eu l'audace de paraître ennuyée. Et alors? On a besoin de vacances. Tu ne vas pas nous reprocher de vouloir décompresser? Je ne vous reproche pas de vouloir des vacances, Flavie, ai-je dit calmement. Je vous reproche de vouloir me les faire payer à mon insu, alors que je ne suis même pas invitée. J'ai pris la deuxième pile de papier. L'audit. Le grand livre fantôme. Je l'ai étalé sur la table en éventail. 5 pages, interlignes simples. Ceci, ai-je dit en pointant les colonnes, est un audit des 5 dernières années. Le loyer de Flavie en 2021. Les amendes de papa. Les voyages santé mentale de maman. Les factures de téléphone que je paie depuis mes 22 ans. Je me suis tournée vers tante Jocelyne, qui semblait prête à exploser. Et toi, tante Jocelyne, qui me traite de radine. Voici le virement de 500 € que je t'ai fait l'an dernier pour tes médicaments urgents.
Bizarrement, le lendemain, tu postais une photo avec un nouveau sac à main sur Facebook. Je n'ai jamais revu cet argent. Jocelyne est devenue violette. Elle a balbutié quelque chose d'incompréhensible et s'est renfoncée dans le canapé. J'ai tapé sur le total en bas de la dernière page. 54 200 €. C'est ce que j'ai versé à cette famille en 5 ans. C'est le prix d'un appartement. C'est le prix de ma vie que j'ai liquidé pour subventionner votre train de vie de fausse célébrité. Mon père s'est levé, tremblant de rage. Nous t'avons élevé. Tu nous dois la vie. Comment oses-tu nous présenter une facture? On ne compte pas en famille. Exactement papa, ai-je crié, me levant à mon tour. Ma voix a enfin brisé le mur du calme pour devenir tonnerre. On ne compte pas en famille. Mais vous comptez. Vous comptez sur mon argent. Vous comptez sur mon silence. Vous comptez sur ma soumission. Cédric est sorti de la chambre à ce moment-là. Il est venu se placer silencieusement à côté de moi, une présence solide et protectrice. Mon père, qui avait levé la main comme pour faire un geste menaçant, l'a baissé immédiatement en voyant la carrure de Cédric. J'ai réalisé quelque chose hier soir, ai-je continué, reprenant mon souffle. Je ne suis pas une fille pour vous. Je ne l'ai jamais été. Je suis un capital risqueur. Je suis le partenaire silencieux que vous venez voir quand vous avez besoin d'un sauvetage, mais à qui vous ne voulez donner aucune part de l'entreprise. J'ai pointé le dossier. Et j'ai décidé que c'était un mauvais investissement. Je retire mes fonds. La pièce était plongée dans un silence de mort. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de panique. Lydie. C'était une surprise. Pour le voyage. On allait te le dire. On voulait te faire une surprise plus tard. Arrête de mentir, maman, ai-je dit avec lassitude. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a que toi, papa et Flavie sur les billets. Flavie s'est levée, furieuse. Tu gâches tout. Tu es toxique, Lydie. Tu ne supportes pas que je réussisse. Réussir? J'ai ri. Flavie, tu vis au crochet de ta sœur aînée. Tu n'as pas réussi. Tu es entretenue. Et l'allocation vient d'être coupée. Mon père a regardé le chiffre sur la table. 54 200 €. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. C'est vraiment ce montant-là, a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Oui, Hervé, a coupé ma mère, essayant de reprendre le contrôle. Mais elle exagère. Elle compte les cadeaux. On ne facture pas les cadeaux. Ce n'étaient pas des cadeaux, maman, ai-je répondu. C'étaient des rançons. Des rançons que je payais pour avoir le droit d'être aimé un tout petit peu. Mais j'ai compris que la rançon ne finirait jamais. J'ai vu dans leurs yeux que c'était fini. Ils n'avaient plus d'emprise sur moi. La culpabilité, leur arme favorite, était à court de munitions. Ils étaient nus devant moi, dépouillés de leur autorité parentale, réduits à ce qu'ils étaient vraiment, des parasites émotionnels. J'ai pointé la porte. Sortez. Lydie, sois raisonnable. A commencé tante Jocelyne. Théoï, tu te tais, a rugi Cédric. C'était la première fois qu'il élevait la voix. Jocelyne a sursauté comme si elle avait reçu une décharge électrique. Lydie vous a dit de sortir. Maintenant. J'ai tendu la main vers mon père. La clé. Quoi? La clé de mon appartement. Celle que je t'ai donnée en cas d'urgence. Pose-la sur la table. Il a hésité. Il a regardé ma mère. Elle a détourné le regard. Lentement, avec des mains tremblantes, il a fouillé dans sa poche. Il a sorti le trousseau, a détaché ma clé et l'a posée sur la table basse, juste à côté de la colonne totale de mon audit. Le petit tintement du métal sur le bois a sonné comme le glas de notre relation. Si vous essayez d'utiliser une copie, je change les serrures de main, ai-je prévenu. Si vous me harcelez au travail, je porte plainte pour harcèlement. Si vous envoyez vos investisseurs me réclamer de l'argent, je leur envoie ce dossier Excel. J'ai regardé ma mère une dernière fois.
Le guichet est fermé, maman. La banque a fait faillite. Il n'y a plus de prêts. Ils se sont levés, un par un. Ils ressemblaient à une armée en déroute. Flavie a attrapé son sac, me lançant un regard de haine pure. Tu vas le regretter quand je serai célèbre, a-t-elle craché. Je prends le risque, ai-je répondu calmement. Ils sont sortis. J'ai refermé la porte derrière eux. J'ai tourné le verrou. Une fois. 2 fois. Clac. Clac. Ce bruit. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Je me suis adossée à la porte fermée et j'ai glissé jusqu'au sol. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû sauter de joie. Mais à la place, j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais avec une violence qui m'a surprise. Je pleurais pour la petite fille de 12 ans qui voulait juste montrer son bulletin de notes. Je pleurais pour la jeune femme qui avait vendu sa Twingo. Je pleurais parce que je venais de devenir orpheline, alors que mes parents étaient encore en vie. C'est ça que personne ne vous dit quand vous coupez les ponts avec une famille toxique. On ne ressent pas tout de suite la liberté. On ressent d'abord le deuil. Le deuil de l'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, il changerait. En fermant cette porte, j'avais tué cet espoir. Cédric s'est assis par terre à côté de moi. Il ne m'a pas dit d'arrêter de pleurer. Il m'a juste prise dans ses bras et m'a bercée. C'est fini, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Tu es en sécurité. Ils ne peuvent plus te faire de mal. Je suis toute seule, ai-je sangloté. Non, a dit Cédric fermement. Il a pris mon visage entre ses mains. Tu n'es pas toute seule. Tu as coupé une tumeur, Lydie. Ça fait mal, ça saigne, mais c'est comme ça qu'on guérit. Tu as sauvé ta vie aujourd'hui. Nous sommes restés là longtemps, assis sur le parquet de l'entrée, entourés par le silence enfin apaisé de l'appartement. Et petit à petit, mes larmes ont séché. La douleur aiguë a laissé place à une fatigue immense, mais saine. 6 mois ont passé. Les feuilles des arbres à Lyon sont passées du vert à l'or, puis au brun. Mon téléphone est posé sur la table du salon. Il est silencieux. J'ai changé de numéro. J'ai bloqué leurs emails. Au début, il y a eu des tentatives désespérées ou des lettres recommandées, des visites où je n'ouvrais pas. Puis, le silence. Un silence qui ne me terrifie plus. Un silence qui ressemble à la paix. Ce matin, j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde affichait un montant que je n'avais jamais vu. Pas de débit pour le loyer de Flavie. Pas d'amende pour papa. Pas de prêt d'urgence pour maman. Les 54 000 € que j'aurais continué à saigner sur les 5 prochaines années restaient là, chez moi. Je me suis tournée vers Cédric, qui finissait de boucler sa valise. « Tu as les passeports ?» a-t-il demandé en souriant. « Oui », ai-je répondu en brandissant les 2 petits livrets Bordeaux. « Nous n'allons pas à Tahiti. Nous n'allons pas là où ma mère voulait jouer à la famille parfaite pour Instagram. Nous allons en Islande. C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Voir les aurores boréales. Maman m'avait toujours dit, quelle idée stupide, il fait froid, c'est moche, personne ne va là-bas. Eh bien moi, j'y vais. Et pour la première fois de ma vie, mes ressources financent mes propres désirs, pas les illusions de quelqu'un d'autre. Juste avant de partir, j'ai vérifié mon dossier de spam une dernière fois. Il y avait un message bloqué de Flavie datant d'hier. Salut. Je sais qu'on ne se parle plus, mais je suis un peu en galère pour mon loyer ce mois-ci. Les investisseurs se sont retirés après le dîner. Tu pourrais juste me dépanner une dernière fois ? Je te promets que je te rembourserai. J'ai regardé le message. J'ai souri. J'ai appuyé sur supprimer définitivement. Puis j'ai éteint le téléphone et je l'ai laissé sur la table. Je suis sortie de l'appartement, main dans la main avec Cédric. Dehors, l'air était vif et frais. Le taxi nous attendait pour l'aéroport. Le compte est clos. Le solde est à 0. Et je suis enfin dans le vert. Voilà mon histoire. J'ai mis 34 ans à comprendre que je n'étais pas une banque, mais un être humain. Si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, si vous avez l'impression d'être le distributeur automatique de votre famille, sachez ceci, vous avez le droit de fermer le guichet. Vous ne devez votre paix à personne.
Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle est la facture que vous avez refusé de payer dans votre vie? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à la prochaine histoire. Yeah, it is pretty water. Where's the shaders? Video. Fancy leaves. Mao. Where is... I want... Yeah, 100. 100's fine. Where is the... Okay. I'll look at it later. I'm fine with looking at normal Minecraft. Yeah, if we get enough people in the stream, which like I said, there's no one really here, but if there is someone watching, if we get enough people in the stream, I will be doing the one chip challenge today. Thinking you're eating this food. What you're eating? We don't need to eat out here. What? What? I don't know. Jizz again? Oh, this is weird. Boink, boink, boink. Party's going down. Shoot them down. With a 50 round. Oh. There's tacos here. She said, oh my god, there's a cat. That's not a cat. That's a dog. Just like talking to herself, being like, that is that. That is that. Just did. This is pretty sick. You get a little. Yeah, mama's son too famous. He on everybody playlist. Just doing girly things over there. DJ, of course I'm winning. I'm always winning whenever I see you. Take off your body parts, yeah. Iron Army. Watch out, there's a skeleton next to you. No, I'm winning when I see you. Okay, you can't use the same line on me. That's like lineception. So did you want to live here or? Chat, she's almost dead. We were just talking about this. She wanted to play on hardcore. Come on. Hi, Bubs. I kind of need to see the screen. Okay. Look at my bank account. Look at the cash amount. Just did, bitch. Okay, that's mean. First of all, I'm gonna cry. Second of all, I'm gonna cry even more. Did you? Because that's a bad word, and I'm gonna tell. I'm telling you. It's okay. It's hot when men cry.
Oh my god. Just, you can see the river from spawn. No, I got an idea. What's with ya? Huh? Oh wait, hold on. Let me get some more wool. There's